Bonjour à tous, hein, c'est le live du lundi. Alors je rappelle qu'il y a un live le lundi et un live le jeudi. Donc là on est lundi, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Alors aujourd'hui, toujours pareil, trois petites choses. D'abord, deux petits témoignages que j'ai récupérés encore une fois dans la thèse de Marie Muil, que je conseille vraiment à tout le monde, même si elle est longue en fait, hein, et qu'elle fait doit faire 500 pages, quelque chose comme ça, mais c'est sur l'identité pied noir, et dedans il y a quelquefois des témoignages de pieds noirs, hein, et ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Ensuite, on attaque avec Rio Salado, ça c'est le blason de Rio Salado, et pour finir, un glissement de terrain à Gambetta. Alors ça c'est du côté du ravin blanc à Oran, et je pense que évidemment que de ce côté-là ça bouge un petit peu. J'ai pas été super surpris de voir ça, mais enfin j'ai été surpris de voir l'ampleur de la chose, et c'est quand même assez inquiétant. Salut Sarah. Donc on attaque avec le témoignage d'un pied noir, donc dans la thèse de Marie Muil. Cette personne dit, alors je l'avais récupéré et je l'avais mis dans un article non négligeable, elle dit de temps en temps je me mets à écrire et je ne dis pas qu'un jour, si j'y arrive, d'ailleurs ça m'intéressera le travail que vous faites. Alors là elle s'adresse à Marie Muil, puisqu'elle a été, on va dire, en entretien avec elle. J'ai commencé à écrire, faire quelque chose qui soit complètement autour de ce que j'ai lu. J'ai lu pas mal de littérature sur le sujet, mais sans nostalgie. Je ne suis pas froid, mais très réaliste par rapport aux choses. Et ce dont j'aimerais témoigner, c'est que finalement, le petit gamin que j'étais pendant 10 ans là-bas était très dur. L'Algérie que j'ai racontée dans le livre, c'est l'Algérie de mon enfance, de mes 10 ans, et l'idée que j'ai creusée. Ce témoignage, il tourne autour de l'écriture, hein. Et les deux, en fait, ils tournent autour de l'écriture parce que je considère que c'est vraiment important d'écrire. J'ai écrit un premier manuscrit de 150 pages. Je me suis fait voler le manuscrit il y a 7 ans en Espagne dans la voiture. Je n'avais pas d'ordinateur à l'époque, ça m'a mis dans une colère monumentale et je m'y suis remis. Donc ça, c'est quelqu'un qui éprouve le besoin d'écrire, et ce que j'aime bien, je crois, c'est la petite anecdote à la fin qui montre qu'il y a un besoin intérieur qui est très fort, puisque la personne s'est fait voler son manuscrit en Espagne, et qu'elle a éprouvé le besoin de réécrire, de recommencer tout de suite ce qu'elle avait écrit, parce qu'il y a un besoin de transmission qui est très fort. Et ce besoin-là, je pense que de toute manière, il existe en chaque pied noir, et qu'il n'est pas évident du tout à faire passer. Bonjour Bobby. Il n'est pas évident du tout à faire passer. Ça, c'est le premier point. Deuxième témoignage, peut-être qu'un jour, alors c'est quelqu'un d'autre hein, qui écrit, peut-être qu'un jour, j'écrirai un bouquin pour mes enfants. Mais il faut que je me dépêche. Il n'y a que ça, il n'y a que pour eux que je pourrais avoir envie d'écrire, parce que ça m'embête un petit peu, et puis comme on s'est beaucoup raté dans la communication avec mes enfants, ce petit machin me dérange, il est important pour moi. Ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage que j'ai toujours trouvé très beau et très juste. Et je crois qu'il y a une phrase qui m'est restée gravée en tête et que j'ai toujours en moi, c'est « et puis comme on s'est beaucoup raté dans la communication avec mes enfants ». Ça, c'est tellement vrai et c'est tellement tabou, je trouve, dans le monde pied noir, c'est qu'il y a eu un gros raté dans la communication entre les parents et les enfants, pour des tas de raisons hein, dans lesquelles je ne vais pas forcément rentrer, mais enfin, il y a eu un raté. Alors, peut-être pas dans toutes les familles quand même, mais bon, il y a eu un raté malgré tout dans la communication, et c'est assez rare, mine de rien, que j'entende un pied noir dire qu'il y a eu un raté dans la communication avec ses enfants, parce que mine de rien, ils ne sont pas si nombreux que ça à reconnaître qu'il y a eu des ratés dans la manière dont ils ont essayé de transmettre l'Algérie telle qu'ils la voyaient eux, si bien qu'on a récupéré, nous les enfants, une manière de regarder l'Algérie qui n'était pas forcément celle que eux avaient en tête. Donc c'est vraiment quelque chose hein, que je trouve important. Et ce qui est important encore dans ce témoignage, je trouve, c'est quand il dit il n'y a que pour eux, c'est-à-dire ses enfants, que je pourrais avoir envie d'écrire. C'est-à-dire qu'il a envie d'écrire pour ses enfants. Salut Dan, salut Dominique. Donc il a envie d'écrire pour ses enfants. Ce témoignage-là, il me questionne toujours. Hein. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un bouquin pour mes enfants. C'est-à-dire que bien souvent, quand même, quand les pieds noirs se mettent à écrire tout seuls, et ça a été le cas de ma mère, ça a été le cas de mon père. Alors de ma mère, en fait, je crois pas qu'elle a écrit vraiment pour ses enfants, elle écrivait vraiment pour elle, mais c'est parce qu'elle aimait écrire et que je pense que l'écriture lui apportait quelque chose et qui lui suffisait amplement et qu'elle cherchait pas à transmettre. Hein. En revanche, mon père, lui, il cherchait à transmettre, mais par contre, il avait décidé de transmettre après sa mort. Hein. C'est-à-dire qu'il écrivait et disait le jour où je serai mort, ça passera à mes enfants.
Mais il faut que je me dépêche, il n'y a que pour eux que je pourrais avoir envie d'écrire, parce que ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu. Ça l'embête un petit peu de transmettre à ses enfants. Et puis comme on s'est beaucoup raté dans la communication avec mes enfants, ce petit machin me dérange. Ce petit machin, c'est le problème de la communication avec ses enfants. C'est ça, en vérité, bien souvent, le petit machin qui pose problème. Ce petit machin me dérange, il est important pour moi. Et le petit machin, c'est la communication et c'est aussi l'histoire qu'il a envie de transmettre. Et je trouve que ce deuxième témoignage-là, il est très beau. Le premier, ça montre surtout ce qu'il y a au plus profond, c'est ce besoin d'écrire. Ce besoin d'écrire, il y a pas mal de pieds noirs qui passent à l'acte, hein, qui écrivent. Mais en fin de compte, derrière la transmission de ce qu'ils ont écrit avec les enfants, je la trouve souvent problématique. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, d'autant plus que j'en ai tellement parlé. Bon, cela dit, il y a des nouveaux qui n'en ont pas entendu parler, mais bon, j'en ai tellement entendu parler que même moi j'ai l'impression de radoter depuis 2 mois. Donc, on attaque avec Rio Salado. Rio Salado, ça c'est le blason. Alors c'est le blason, c'est un blason. On trouve des couleurs différentes, on trouve des choses différentes. Bonjour Annie, on trouve des choses différentes. Ici c'est en noir et jaune, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que en fait, c'est souvent des couleurs très différentes. Et alors, ce qui est intéressant dans ce blason-là, je crois peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu cet après-midi, là, c'est que il y a une petite banderole ici. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, un phylactère, peut-être un phylactère, je pense, sur lequel est écrit une devise. Cette devise, je ne l'ai vue nulle part ailleurs. Je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit véritable, mais enfin, je vous la lis quand même. Il y a écrit sur ce phylactère-là la devise. Marie me dit « Bonjour Paul, première fois que je te suis sur mon smartphone, mais je vois Rio Salado dans ton sommaire, je ne pouvais pas manquer ça. » Mais oui Marie, hein. Alors je vais essayer d'appeler, je me suis dit je vais quand même essayer de connaître Rio Salado un petit peu plus précisément et j'essaierai de rappeler Camille une fois que je connaîtrai un peu Rio Salado, c'est-à-dire ce soir. Je pense que ce soir je prends mon téléphone et j'essaie de le rappeler parce que j'avais laissé un message et puis il m'a pas rappelé, donc j'ose pas trop insister, mais enfin bon, je vais insister ce soir vu que je connaîtrai un peu Rio Salado. Donc bienvenue Marie, je vais essayer de pas raconter de bêtises surtout. Donc la devise qu'il y a sur le phylactère, c'est écrit d'obstacle nature, c'est-à-dire qu'on s'en fiche des obstacles, d'obstacle nature fleurira quand même. Fleurira quand même, c'est apprendre à deux niveaux. C'est apprendre au premier niveau, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Rio Salado, si on le voit sur le blason ici, il y a 2 petites fleurs qui sont en haut à droite parce que c'est une ville qui est très fleurie, qui a vraiment développé ce côté, je sais pas, ce côté vert et ce côté fleuri, à vrai dire. Et évidemment que ça fleurira, ça veut dire que le petit village grandira. Marie me dit, je te surveille. Oui, ça me met la pression, Marie. Fleurira. Je pense que ce que ça signifie quand même profondément, c'est que ce village, il a eu un mal fou à grandir. Hein. J'ai vu Périgueux, ils ont été avec des gros problèmes de barrage d'eau qui les a détruits 2-3 fois et tout ça, mais enfin globalement, ils avaient quand même un endroit qui était pas trop mal. Mais alors Rio Salado, c'était l'enfer, hein. Manifestement, c'était l'enfer, c'était vraiment très compliqué de se développer dessus. Et ils ont passé, mais je sais pas, quelque chose comme 50 ans à essayer de faire grandir ce truc, avec une population qui augmente, qui diminue, qui augmente. Ils ont eu un mal fou à grandir. On peut dire que ça commence à décoller en 1900. Mais Rio Salado, c'est créé, je vais vous l'expliquer juste après, c'est créé un petit peu avant. Et puis, on se retrouve évidemment dans ce blason avec le petit fleuve, donc le petit fleuve Rio Salado, ça veut dire rivière salée. Et rivière salée, ça fait longtemps que cette rivière s'appelle rivière salée, parce que même les Romains, ils lui avaient donné comme nom, alors je vais essayer de me retrouver ça, si je l'ai quelque part, Flumen Salsum. Donc ça veut dire la même chose en résumé, ça veut dire fleuve salé. Ça c'était les Romains. Et ensuite on va avoir les Turcs qui vont l'appeler Gazouya. Alors là, oui, si tu arrives à me traduire ça, là, je sais pas ce que ça veut dire Gazouya, mais peut-être que ça veut bien dire un fleuve salé, puisque après les Espagnols, quand ils vont aller s'installer là, dès 1852, bah, ils vont appeler ça Rio Salado. Bon, ça veut dire que le petit fleuve qui passe là, c'est pas un fleuve d'ailleurs, c'est un tout petit truc, hein, c'est une petite rivière que j'ai eu un mal fou à repérer, que je suis pas sûr d'avoir bien repéré d'ailleurs. Elle s'appelle, c'est une petite rivière, mais elle est salée. Et alors en fait le problème quand même de Rio Salado, depuis toujours, hein, Rio Salado c'est un lieu de passage entre Oran et Tlemcen. Et en fait ça va passer par Intimucent pour aller à Tlemcen ensuite. Mais le problème c'est qu'il y a cette petite rivière, et alors
le problème de cette petite rivière, c'est que l'hiver, il y a des crues qui sont énormes. Et que du coup, c'est pas possible de passer là tranquillement. Et puis il y a un deuxième problème non négligeable, c'est que il y a les nomades d'Abdelkader, c'est-à-dire la grande tribu des Beni Hammers, donc que j'ai découverte parce que je m'étais jamais trop penché sur les débuts de la colonisation, moi. Je m'étais penché surtout, je sais pas, sur le XXe siècle, un peu le XIXe et surtout à Oran, mais là je suis en train de plonger sur les débuts, sur la manière dont se construit chaque petit village, et je me rends compte que de toute façon, enfin je le savais à vrai dire, mais enfin je me rends compte qu'ils ont bataillé de très 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 nombreuses années contre notamment la tribu des Beni Hammers, qui était, on peut dire, à l'intérieur d'un espèce de triangle entre Oran, Sidi Bel Abbès et Tlemcen à droite. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur bataille en permanence contre la tribu des Beni Hammers, alors contre des petites tribus en fait qui dépendent de cette tribu des Beni Hammers. Et alors ils souffrent un maximum. Et Rio Salado, ils souffrent contre eux, c'est incroyable. Hein. Alors je vais essayer de faire les choses un tout petit peu dans l'ordre. D'abord juste la rivière Salée. La rivière Salée, son nom vient de la rivière salée Oued El Mela. Alors évidemment, maintenant, ça s'appelle El Mela. Hein, c'est-à-dire que Rio Salado, ça devient El Mela. Je pense que El Mela, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je pense que ça veut dire salé, tout simplement. Hein. Oued, c'est le petit fleuve, et El Mela, c'est salé. Qui prend sa source dans la forêt des Ouled Zer, se grossit de l'Oued Sougaï, coule au sud-ouest, 6 km, du grand lac salé d'Oran, c'est-à-dire de la Sebka. En résumé, on est au sud-ouest de la Sebka. Du côté de Hammam Bouedjar, de Ain Temouchent et tout ça. Donc il coule là, au pied du Djebel Touila, et se jette dans la mer Méditerranée entre le cap Assa à l'ouest et le cap Figalo à l'est, et sur un cours de 75 km. Bon, c'est pas très très long en fait, hein, c'est vraiment un petit truc, sauf que le problème c'est que l'hiver ça fait des grosses crues. Mais sinon c'est une petite rivière, quoi, en résumé. Problème donc, ces crues hivernales répétées rendaient impossible le passage vers Ain Temouchent et Tlemcen. Alors, je vais essayer quand même de faire l'historique. L'historique, c'est... Voilà, merci, oui, c'est ce que je pensais quand même. Mais comme je n'ai jamais vu la traduction l'une à côté de l'autre, hein, je n'étais pas bien sûr. Donc, Mala veut dire salé, merci, oui. Rio Salado est à l'origine un relais, sur la route Oran-Tlemcen. La rivière se passe à gué, donc les gens y passent comme ça. Il y a une grande, il y a un chemin, il y a une route, hein. Mais enfin une route. Faut comprendre ce que ça veut dire en 1830 et quelques. Hein. C'est un petit chemin de pas grand chose, mais où les gens circulent entre Oran et Ain Temouchent et Tlemcen. La rivière se passe à gué, mais l'endroit se révèle inaccessible lors des grandes crues. Donc, en résultat, ça commence en 1836. 1836, il y a le génie militaire qui va décider de faire une rampe d'accès. Je ne sais pas trop ce qu'ils appellent une rampe d'accès, mais tout le monde dit qu'il y a une rampe d'accès qui permet en fin de compte de passer le fleuve, et notamment en hiver pour l'armée. Donc il y a une rampe d'accès, mais dès l'année suivante, ils vont construire un petit poste militaire qui est tenu par les légions, et donc il y a la Légion qui s'installe en 1837. C'est Bugeaud qui va dire que là, ça serait bien qu'il y ait une implantation militaire, parce qu'en fin de compte, c'est un lieu qui est très fragile. D'ailleurs, les gens y passent, mais autour, il y a toutes les tribus qui sont là et qui cherchent évidemment à déstabiliser les Européens qui sont là, et juste de passage en plus. Hein. Donc en 1842, donc on est, je ne sais pas si c'est on va dire 5 ans après l'installation d'une légion là, mais enfin c'est tout petit, hein, c'est tout petit, il n'y a même pas de gens, il n'y a rien. Quelques années après, en 42, le génie construit un pont de bois. Donc à partir du moment où il y a un pont de bois, ça va quand même aller un petit peu mieux, les gens ils vont pouvoir circuler là, sur pilotis, qui s'avère vite insuffisant, sauf que vite, c'est pas vrai que c'est vite insuffisant, hein, c'est insuffisant au regard de la circulation qui s'intensifie. Sauf qu'il tient quand même, ce pont de bois, il va tenir. Il y a juste qu'il y a une crue qui va le balancer en 1868, mais mine de rien, 1868, ça fait quand même du 26 ans plus tard. C'est un petit pont de bois qui aura réussi à tenir 26 ans. Seulement, le problème, c'est que quand les gens ils veulent aller là, on ne circule pas, à cette époque-là, on ne circule pas tranquillement entre Oran et Ain Temouchent et Tlemcen. C'est juste impossible. Ça veut dire qu'il y a de très longues caravanes. Alors il faudrait que j'arrive à retrouver ça, parce que ça vaut le coup d'être lu quand même. En 1846, donc quand ils passent le petit pont de bois et tout ça, les commerces, ils passent pas tranquillement, et les gens, ils passent pas tranquillement du tout. Ce qui se passe, c'est qu'ils organisent des grands convois. En 1846, de grands convois s'organisent, composés de voitures militaires et civiles,
suivi de plusieurs milliers de bêtes de somme, mulets et chameaux, sous la protection d'escadrons de chasseurs ou du 2e spahis de Misserguine. C'est pour dire qu'on n'est pas du tout sur un petit chemin et un petit pont et tout va bien. On organise des grands convois qui sont sécurisés par les militaires pour pouvoir aller de Oran à Intemouchent et tout ça. On est en 1846. Cette zone-là, elle est extrêmement insécurisée. Extrêmement insécurisée. Ils sont souvent retardés parce que les voitures civiles sont surchargées et manquent de pièces de rechange. Et il y a une lutte constante pour tirer les véhicules des ornières profondes et fangeuses. C'est-à-dire qu'en plus, là au milieu, c'est très marécageux. C'est très marécageux et en plus, il y a des bêtes féroces là au milieu, il y a des panthères, il y a des chacals, il y a des lions, il y a tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment un endroit qui n'est pas du tout hospitalier, en fin de compte. Et les gens, ils passent là. Et en plus, évidemment, il y a les tribus, il y a la tribu des Binyamers qui lutte contre ça. L'insécurité est permanente et les attaques des musulmans sont fréquentes. L'autorité militaire refuse toujours toute concession, c'est-à-dire qu'elle refuse de distribuer des terres là parce que c'est pas du tout sécurisé. L'autorité militaire refuse toujours toute concession à cause de cette insécurité, car elle ne veut pas laisser les colons se disséminer sur les points avancés où ils ne seraient pas à l'abri d'une attaque. Bon, on est en 1846. Rio Salado, ça n'existe pas encore. Il y a ce petit pont-là qui permet juste de faire le passage entre Oran, Intemouchent, Tlemcen. Ensuite, donc c'est un petit pont qui fait 70 mètres quand même. Hein. Petit pont qui fait sur pilotis 70 mètres de long, etc., etc. Tac, tic, tac, on avance. Ça va être comme ça jusqu'en 1858. En 1858, il y a le Conseil général d'Oran qui avait quand même demandé à cet endroit-là la création d'un petit village autour du pont. Et on établit un projet à ce moment-là. Parce qu'en 1858, ça s'est calmé un peu. Mais en vérité, ça se calmera jamais vraiment, hein, parce que ça sera toujours très... ça sera toujours très dangereux d'être là au milieu. Donc 1858, il décide de créer un petit village autour du pont. Et c'est le prince Jérôme Napoléon, qui est alors ministre de l'Algérie des colonies, qui est le promoteur de Rio Salado. Le centre de Rio Salado est donc officiellement créé par un décret impérial en 1859. On peut considérer que c'est le début de Rio Salado en 1859. Mais c'est pas parce que c'est le début de Rio Salado que le village va se mettre à grandir petit à petit. On est très très loin de ça. On peut considérer qu'il commence à grandir en 1900, quelque chose comme ça. Parce qu'entre 1860 et 1900, ça va être très compliqué. Salut Théma, bonjour, content de te revoir. Alors, peuplement de Rio Salado, il ne date que de 1860, date à laquelle arrivèrent les premiers colons, venus en lieu et place des premiers concessionnaires, c'est-à-dire les premiers colons, enfin les premières personnes à qui on avait distribué quelques concessions là, mais qui sont vite repartis parce que c'était trop dur. Ils sont venus là, qui renonçant à leurs terres, hein, les premiers, ils ont renoncé à leurs terres, ils les abandonnaient ou ils les vendaient à vil prix à d'autres personnes. Et alors ils vont faire venir 85 Européens là. 85 Européens qui vont acquérir les lots proposés. Et ces 85 Européens-là, ils arrivent du midi de la France, et les font venir, et ils leur proposent des lots qui sont là. On est à peu près... Salut Asna, on est à peu près donc... Enfin, on n'est pas à peu près, on est en 1860. Hein. Mais en fait, ils disent, pourtant, le peuplement du village ne commence réellement qu'à partir de 1861, tant il est difficile pour les premiers colons ou concessionnaires de se fixer dans ces lieux sauvages et déserts. Sans compter, je rappelle qu'il y a les troupes d'Abdelkader plus à ce moment-là, mais enfin, il y a quand même les nomades qui sont là et qui continuent à faire des insurrections en permanence. Hein. En 1863, toutes les concessions sont attribuées. Rio Salado commence à se peupler. 1863, on croit que ça va démarrer bien, mais non. Il va y avoir des tas de problèmes, du choléra, il va y avoir du paludisme, il va y avoir les sauterelles, il va y avoir les sécheresses et ainsi de suite. Résultat, au bout de très peu de temps, au bout de très peu de temps, on va se retrouver avec 8 concessions qui restent là. Et il n'y a plus que 8 concessions alors qu'on en a distribué bien plus. Donc c'est un faux départ, quelque part, en 1861. Les premiers colons, alors il y a un petit texte ensuite qui explique un petit peu à quoi ça ressemblait en 1864 quand même. Et pour vous dire qu'il y a plein de monde qui est reparti. Hein. Les premiers colons arrivent le 4 février 1864. Il n'y avait alors qu'un poste de cantonnier et 3 ou 4 modestes maisons à Rio Salado. 3 ou 4 maisons, hein. La place publique était un maquis composé de palmiers nains, de lentisques, de jujubiers qui formaient des fourrés impénétrables. Les animaux féroces et les bêtes venimeuses constituaient un danger. 2 ans après, la famine décima les indigènes et une insurrection était imminente. On invita les colons à se tenir prêts à rentrer à Oran au premier appel. Donc ça, c'est quand même ce qui se passe en 1866. Donc ça n'arrive pas à se développer en résumé. Hein.
On envoie 200 hommes de troupes qui cantonnèrent, ça veut dire qu'ils cantonnèrent parmi les colons, ça veut dire qu'ils vont rester là parmi les colons. Et les petits postes furent installés dans la campagne pour garder les fermes isolées, mais l'administration continuait à refuser toute concession de terrain. C'est-à-dire qu'ils en ont distribué, mais il y en a qui sont repartis, mais ils ne redistribuent pas des concessions de terrain. Longtemps, les colons durent coucher dans des baraques en bois, véritables glacières durant la saison froide, et étuves dévorantes pendant l'été. Bon, ils vont commencer à faire des moutons. Alors, il faut savoir que Rio Salado, ça va être surtout de la vigne et surtout des céréales. Mais c'est pas au début. Ça va être ça, surtout ça, mais après, au XXe, au début du siècle. Parce que là, on est avec des moutons et du commerce de l'alpha. L'alpha, c'est cette plante-là qui permet de faire du papier, notamment de la pâte à papier qu'on va envoyer en Angleterre dans les usines. Les ouvriers espagnols, évidemment, c'est en grande majorité, encore une fois, des Espagnols qui sont à Rio Salado. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres. C'est toujours en grande majorité des Espagnols. Les ouvriers espagnols saisonniers arrivèrent en grand nombre et défrichèrent le pays. Ils fabriquaient du charbon de bois avec des jujubiers arborescents et des lentisques. Ces déboisements faisaient sortir les bêtes féroces, sangliers, panthères, lions, hyènes, chacals. Bon, en résumé, ça reste compliqué comme toujours. En 1869, il crée Aïn-Témouchent à côté. Alors quand je dis crée, ça veut dire qu'on crée officiellement la commune parce qu'il y a déjà des gens, il y a des choses comme ça. Donc on crée Aïn-Témouchent et Rio Salado forme une section de cette commune avec les territoires de Terga et de Errael, qui est un petit peu plus haut vers le nord-est, vers Oran, en résumé quoi. Et alors, il faut savoir que 1868, comme je l'avais dit tout à l'heure, le petit pont de bois là, il craque. Il craque. Et ils vont mettre 2 ans à le reconstruire, 1870. Et alors, entre 1870 et 1882, c'est pareil, deuxième faux départ. On a l'impression que ça va se développer, ça se développe, et sûrement grâce à ce petit pont de pierre qui permet de régler un peu les choses. Alors, Marie me dit, l'amicale de Rio Salado, toujours elle, a publié un album intitulé Les pionniers du Rio Salado, 1850-1962, disponible sur demande à ceux qui s'intéressent auprès de l'amicale. Ouais. Ouais, alors ceux-là, on est dans l'imagerie pied noir parfaite, parce que en effet, ceux-là, ils ont été vraiment à devoir lutter contre un milieu particulièrement hostile à Rio Salado. C'était vraiment pas fait pour pouvoir se développer. Et pourtant, il y avait une terre, et je pense qu'ils ont insisté parce qu'il y a une terre par contre qui est très riche, parce que c'est une terre volcanique. D'ailleurs, il faudrait juste que je me retrouve. J'ai oublié déjà le nom de ça, mais ça c'est super connu à Rio Salado. Je crois que c'est El Menja, le Dar El Menja. Je crois que c'est ça. C'est au fond un ancien volcan qui est là. Et si on regarde dans cette zone-là, c'est une région volcanique. Et d'ailleurs, à 12 km, il y a Hammam Bouadjar. Et s'il y a Hammam Bouadjar, c'est parce qu'il y a une source chaude. Et s'il y a une source chaude, c'est parce qu'on est au cœur en fait de ce qu'on appelle une caldeira. Une caldeira, c'est le cratère d'un volcan qui s'est complètement effondré. Donc ça nous fait un grand creux comme ça. Et quand on va à Mamouadjar, on monte sur le bord de la caldeira. Et Mamouadjar se trouve en bas, dans le creux. Alors je reviendrai sur Mamouadjar, mais je ne l'ai pas revu à Mamouadjar. C'est vraiment le souvenir que j'avais. Mais comme j'ai quelques petites notions de géologie, je me rappelle bien que c'était une caldeira. Et il y a une source chaude là. C'est normal parce qu'on est au cœur d'un volcan, mais éteint quand même. Bon, ben là, je crois que c'est Dar El Menja, si je me rappelle bien. Donc il y a en fait une terre qui est très fertile autour parce qu'elle est d'origine volcanique. Et que ça permet toujours de faire des choses. Et donc, 1872, et la population, il y a 150 habitants. C'est pour dire quand même, c'est pas grand-chose. 1872, on est déjà, on est à 12 ans après la création de Rio Salado, on est avec 150 habitants. 95 espagnols. Alors, Dar El Menjel, merci Kadra. Je savais pas trop, je me rappelais pas, je l'ai lu tout à l'heure, comme ça, par hasard, pouf, je suis tombé là-dessus. Comme je l'ai vu sur pas mal de photos, cette espèce de volcan là, je me suis dit, ben voilà, comment il s'appelle et ce que c'est. Donc, 1872, 150 habitants. 150 habitants, c'est vraiment pas grand-chose. 95 espagnols, parmi les 150, donc on est à plus de la moitié. 36 français, 19 musulmans. Bon, voilà à quoi ça se résume, Rio Salado en 1872, sachant que c'est déjà là depuis un petit moment. 1876, ça monte bien. On est à 420 habitants. Pareil, 283 espagnols. Donc ça veut dire qu'on est à plus de la moitié d'espagnols, 142 français, 2 juifs, je sais pas trop ce qu'ils font là, et 13 musulmans. Bon, autant dire que c'est très espagnol, Rio Salado.
Et en 1882, surprise quand j'ai vu ça, parce que je le vois pas souvent, pouf, ça rechute. On est à 374 habitants. On était à 420 en 1876, en 1882, tac, on tombe, on est à 374 habitants, 141 espagnols, 141 français, 187 espagnols, donc on est encore 8 et 8, 16, 7, 7, 14, on est pile à la moitié, 50% d'espagnols et 46 musulmans. Mais là, ça commence à revenir. C'est-à-dire qu'il y a eu un creux quand même. Enfin, il y a eu un creux, voilà. J'allais dire, là, ça va commencer à remonter à partir de là. On peut considérer qu'à partir de là, Rio Salado va commencer à pouvoir se développer. Ils sont en 1880, c'est-à-dire avant 882, le nombre d'habitants que je viens de vous donner. Ils vont construire la mairie, ils vont construire 2 classes, ils vont construire l'église et ils vont construire le presbytère juste à côté. Alors l'église, hein, je crois que je dois l'avoir par là. Je me pose des questions sur l'église, parce que je pense que, je ne sais pas si je prends ça par exemple, c'est pas forcément la plus vieille d'ailleurs, la plus vieille c'est celle-là, et elle est très bien celle-là. La plus vieille c'est celle-là, on voit la mairie, si je ne me trompe pas, voilà, tac. La mairie elle est au fond là-bas, et au milieu c'est la place du marché, il n'y a rien, il n'y a rien. Si on prend un petit peu plus tard, on a la mairie là-bas, et ce qu'il y avait au niveau de la place du marché, c'est le monument aux morts qui est là. Donc on est un petit peu plus tard, mais si on regarde bien en fait, il n'y a pas ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après, c'est ça. Ce qu'il y a après, c'est ça. C'est-à-dire la place, le monument aux morts, la mairie. Mais il y a même 2 clochers. 2 clochers. Il y a un nouveau clocher. C'est celui-là. Celui-là, il y est toujours à Rio Salado quand on y va. Quand j'y suis passé en 2014, il y était. C'est la nouvelle église qui a été construite en 1953, je crois. En tout cas, il y a des photos de la construction de l'église en 1953. Et derrière la mairie, là, il y a un clocher. Derrière la mairie, là, il y a un clocher. Or, on est censé avoir construit l'église et la mairie en même temps. Je pense tout simplement que s'il n'y a pas le clocher derrière, c'est parce qu'ils ont construit le clocher pointu, si caractéristique de Rio Salado, ils ont construit ce clocher-là plus tard. Mais par contre, ils ont construit l'église qui s'appelait Saint-Michel, je crois bien. L'église Saint-Michel, ils l'ont construite en même temps, mais elle est assez basse, ce qui fait que quand on regarde la mairie, l'église elle est juste derrière, mais comme elle n'est pas haute, elle n'est pas avec un gros clocher comme ça, ben on la voit pas. Mais elle y est, c'est clair, quoi. Par contre, ils n'ont pas construit encore, je pense, hein, parce qu'il y a des photos comme ça où il n'y a pas le clocher derrière, alors que je suis sûr qu'il y a l'église. Donc je pense qu'ils ont construit ensuite ce grand clocher pointu là. Et en 1953, l'église elle est toute petite là, donc en 1953, ils construisent une église qui est plus grande. Mais enfin, si vous allez voir l'église de Rio Salado, elle est toute petite et ça correspond bien au nombre d'habitants qu'il peut y avoir à Rio Salado au début du siècle. Hein. C'est vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment minuscule. Hein. Donc, en 1901, ils seront 2390. Salut Rafik, je t'avais pas vu, excuse-moi. Marie me dit, il y en a eu 2, la nouvelle a été construite en 1956. Alors, voilà, moi j'ai vu des photos partout où il y a marqué 1953. Mais en fait, j'ai pas eu d'autres dates hein, que cette date-là, et donc je n'ai pas pu vérifier. Donc peut-être qu'en effet, c'est 1956, la nouvelle église. Hein. Et alors, si on regarde les photos maintenant, le clocher de l'ancienne, je pense que l'ancienne, elle a été détruite, hein, tout simplement, parce que, mais il semblerait quand même qu'il y ait eu, qu'ils aient gardé le clocher un certain temps, hein, parce que il y a vraiment les deux en même temps sur certaines photos. Alors évidemment, maintenant, il n'y a plus que la grande, il y a plus la petite. Hein. Donc en 1901, il y a 2390 habitants. Et là, il commence à y avoir un petit peu tout ce qu'il y a à Rio Salado, c'est-à-dire qu'il y a des commerces, il y a du charbon de bois, il y a de l'alpha, il y a tout ce qu'il faut, et en fin de compte, ça va se développer, et je regrette de ne pas l'avoir trouvé. Il y a le creusement de puits, il y a le creusement d'un puits, et ça j'ai pas vu, hein, ça j'ai pas vu, mais c'est clairement leur problème à eux, c'est d'arriver à récupérer de l'eau douce, hein, puisqu'ils sont sur un rio salé, forcément leur problème c'est de récupérer de l'eau douce. Donc manifestement il y a un creusement de puits. Il y a la construction d'un barrage sur la rivière. J'ai cherché vainement le barrage, j'ai pas vu le barrage, donc je ne sais pas où il est. Et l'assèchement des marais étendent la superficie des terres cultivables. Donc là, on est au début du XXe siècle. Hein. Rio Salado a enfin réussi à décoller un peu, parce que pendant 40 ans, ils se sont battus contre tout, en fin de compte, hein, aussi bien contre les conditions climatiques, c'est-à-dire les crues, que contre les mauvaises, je sais pas, les sauterelles, les bêtes féroces et ainsi de suite. Ils ont mis du temps à se débarrasser de tout ça et ils ont mis du temps à lutter et à arriver à sécuriser la région par rapport aux nomades, aux tribus Benihamer. Donc on peut dire que c'est à partir du début du XXe siècle qu'ils commencent
à relever la tête de l'eau, à sortir la tête de l'eau, 2890 habitants. Construction de barrages, assèchement des marais, étend la superficie des terres cultivables. Des milliers d'arbres fruités sont plantés. La vigne s'étend. Elle totalise en 1938 plus de 7000 hectares répartis entre 300 propriétaires. Le village devient une petite ville avec ses commerces, sa mairie, ses écoles, ses belles propriétés et ses magnifiques champs de vignes. Les céréales et la vigne, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sont les deux richesses de la commune. Rio Salado est d'ailleurs réputé pour la production de vins rosés d'Alicante, entre guillemets, très prisé par le commerce pour rafraîchir certains vins vieux. À quoi ça ressemble Rio Salado? Je crois que je vous l'avais montré. Je vous avais montré ça sur une photo que j'ai publiée, là, il va falloir que je me le retrouve un peu. On ne peut pas faire plus classique. On ne peut pas faire plus classique comme petit village. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que même maintenant, il est resté quand même assez voisin de ce qui pouvait être avant 62. Si bien que si on a envie de se faire une petite idée de ce à quoi ressemble un village colonial entre guillemets de l'époque française, il suffit d'aller à Rio Salado et on a une idée parce que c'est quand même resté, en plus c'est resté très bien entretenu, j'allais dire. Enfin, c'est assez propre. Ça ressemble pas à d'autres villages où on passe et où c'est complètement transformé. Il y a des constructions partout, etc., etc. On voit bien que c'est en train de se développer et qu'il se passe plein de choses. Rio Salado, ça reste quand même assez proche de ce que c'était probablement, même si ça a dû s'étendre forcément. Dan me dit, Yasmina Kadra a très bien écrit l'atmosphère qui y régnait. Alors Rio Salado, en effet, j'ai lu le livre Ce que le jour doit à la nuit. J'avais oublié, merci de me le rappeler, Dan. J'ai lu, je crois même que j'ai lu ça avant même de connaître Oran, de connaître tout ça, parce que je savais qu'il y avait dans ce livre des choses sur Oran, parce qu'il y a une partie, le livre débute à Rio Salado, et le film évidemment aussi, qui a après, mais le film me plaît pas le film. Mais le livre qui est quand même bien fichu. Même si Yasmina Kadra, c'est pas trop ma tasse de thé non plus, mais enfin, le livre, il raconte quand même plein de choses, et il raconte Rio Salado au début, puis ensuite il file à Oran, et il file à Oran du côté de là où était mon père, à Choupeau en plus. Donc j'ai été intéressé par ça, et t'as raison, il décrit bien l'atmosphère qui régnait. Et Rio Salado, c'est même pas la peine que je raconte à la fin des années 50, parce que ça a tellement chauffé à Rio Salado, que de toute façon, ça s'est pas super bien terminé. Il y a pas mal de gens qui sont partis assez tôt de Rio Salado. Voilà, Marie me dit, Dan, le livre oui, le film non. Voilà, c'est ce que j'ai dit, tout à fait. Le film, c'est même pas la peine. Enfin, c'est pas la peine. Je l'ai vu quand même. Après, chacun ses goûts. Mais alors, c'est pas du tout mon trip. Et le livre, j'ai quand même bien tracé. Je l'ai quand même bien tracé le livre. Il est bien, ça c'est sûr. Bon, Rio Salado. J'avais posté cette photographie là. C'est pas très grand. J'ai posté aussi celle-ci là. Voilà, c'est un petit village, pas très étendu et entouré de vignes. Pas très étendu et entouré de vignes. Il y a un grand boulevard qui passe en plein centre qu'on appelle le boulevard national. Je vous avais mis une photo aussi où on voit deux pancartes, une qui va vers Hammam Bouadjar qui est à 12 km et l'autre qui s'en va vers Turgot qui est manifestement la plage où allaient toutes les personnes de Rio Salado. J'en profite pour te dire, Marie, je sais pas comment on appelle les habitants de Rio Salado. Je sais pas comment on dit. Donc je vais dire les habitants de Rio Salado, mais si tu arrives à me dire comment on appelle les habitants, ça sera pas plus mal. Ça m'aidera pour la suite. Et donc vous avez ça. Et là, alors je vais essayer de pas me tromper, parce que vous avez au centre là cette grande place ici, ouais, cette grande place qui est là. C'est le grand square qui se trouve, je dis un square, mais pour moi un square c'est petit, mais là c'est grand, c'est la grande place, les Saladéens, merci Marie, un grand square dont je me rappelle plus le nom, que j'ai mis quelque part là, mais je sais pas si je vais arriver à le trouver, ouais c'est ça, parce que le nom est un peu compliqué, le square Émile Poulain-Gon, donc c'est le grand square qui peut y avoir, le square qui a en face de la mairie. Donc ça, c'est le grand square qui est en face de la mairie. Dessous, si je ne me trompe pas, tac, ici, donc au-dessus plutôt, là. Ça, c'est le jardin public avec le kiosque qui est au milieu. Alors, c'est ce jardin public qui fait en grande partie la renommée de Rio Salado à ce moment-là, parce qu'il y a des fleurs partout. Enfin, quand on va voir des images de ce jardin, il est vraiment très très florissant.
Et je pense qu'ils en étaient assez fiers. Il y a un kiosque au milieu, comme bien souvent, où je pense qu'il doit y avoir de la musique le dimanche, et des balles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la grande place. Et évidemment, là, on va avoir la mairie, si je ne me trompe pas. Hein, ouais, c'est ça, parce que c'est pas évident de regarder dans l'autre sens. La mairie, et un peu plus loin, derrière, l'église. Et ça, c'est pris avant 1953 ou 1956, avant la construction de la seconde église. Bon, voilà ce que je voulais dire sur Rio Salvador. Je vais juste avancer un peu dans le présent, puisque j'ai trouvé quelques trucs dans le présent. Juste pour dire qu'après l'indépendance, la cité est rebaptisée El Mela, donc ça je vous l'ai dit déjà. Ça reste une commune qui est rattachée à la daïra de Intimucent depuis 1984. Marie me dit Milé Poutingon, c'est une famille de pionniers qui a donné plusieurs maires. Merci Marie, parce que j'avais pas réussi spécialement à trouver ça. En même temps, j'ai pas tout cherché non plus. Commune rattachée à Daïra jusqu'en 84, date à laquelle elle accède au statut de Daïra, c'est un canton, lors de la création de la wilaya d'Ain Temuchent. Actuellement, cette ville compte 16 000 habitants. C'est quand même assez récent, donc je pense que ça n'a pas non plus grandi à fond, 16 000 habitants, sachant qu'avant 62, on était à 12 000 et quelques. Alors il faudra que je vérifie, il faudrait que s'il y en a qui veulent vérifier combien il y a d'habitants actuellement, mais semble-t-il, il y en a autour de 16 000. C'est toujours une petite ville ouverte et active, mais l'activité sociale et culturelle baisse un petit peu. Néanmoins, elle possède maintenant un lycée, une clinique et un centre de formation artisanale. Un nouveau pont a été construit, donc ils ont changé le pont de pierre qu'il y avait là. Un nouveau pont a été construit dans les années 80 pour prendre en charge, évidemment, le flux constant de voitures qui circulent sur la route nationale N2. C'est-à-dire que je pense que pour aller à Tlemcen, on passe par Rio Salado. Puisque moi, quand je suis allé à Tlemcen avec Samir, on était passé par Rio Salado. On avait fait un petit détour par Mambuadjar et on était passé par Rio Salado et on était allé jusqu'à Tlemcen. Donc évidemment, il y a un flux de voitures énorme là-dessus. Ils ont construit un nouveau pont dans les années 80. Et El Mala garde donc sa vocation première de ville relais. De nombreux automobilistes s'y arrêtent pour se restaurer et se reposer. Ben, c'est là que nous, on avait mangé à midi des sardines, je crois, quelque chose comme ça. Bon, voilà ce que je voulais dire sur Rio Salado. C'est toujours passionnant pour moi de découvrir comment se sont construits ces petits villages, d'autant plus qu'à chaque fois, chacun a sa spécificité. Périgo, c'était l'aventure des barrages qui se détruisent. Sidi Bel Abbès, alors c'est pas un petit village, c'est sûr. Sidi Bel Abbès, c'était vraiment la particularité de la construction par la Légion, par les militaires d'une ville sur un plan comme ça, avec des murailles, c'était tout rectangulaire. Je trouvais ça vraiment passionnant. Et là, Rio Salado, c'est vraiment des gens qui l'ont senti passer, aussi bien à cause des intempéries qu'à cause quand même des insurrections permanentes. Marie, tu feras écouter ça aux personnes responsables. J'ai dû raconter des bêtises au milieu. Je serais très heureux. Moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Ça m'embête de raconter des bêtises, mais ça me dérange pas qu'on me contredise, qu'on me précise certaines erreurs que j'ai pu dire. Donc, j'ai pas de problème avec ça, moi. Dernier point. Ce que j'ai lu là, quand même, qui m'a à la fois questionné et pas questionné, c'est du côté de Gambetta, un glissement de terrain provoque la panique. Et le glissement de terrain, quand on voit la photo, alors bon, je sais pas, je peux vous la montrer la photo, mais en fait on la voit pas très bien. Hein. On voit pas très bien, mais enfin il y a une espèce de grand trou, un effondrement complet. Quand même, hein, il y a une bonne surface. Oui, me dit Rio Salado est aussi la ville de Lagda Ulk. Ah mais oui, tu as raison, oui. Sauf que je l'avais associé plutôt. Oui, puisqu'on a vu sa maison. Mince, si j'avais pensé, je la posterai tout à l'heure. Je posterai la maison de Kaïda Halima, en effet, qu'on est allé voir, qui a l'air un peu abandonnée. Je ne sais pas trop s'il y a des gens dedans. Enfin, il me semblait qu'il y avait quand même des gens là. Et on avait vu sa maison, c'est vrai, et je me rappelais plus. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit, enfin en tout cas c'est pas dans le village, c'est à l'extérieur et je sais même pas où c'est à l'extérieur. Je me rappelle plus si c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, je sais plus où c'est. Mais en effet, je posterai la photo que j'ai prise moi de cette grande et très belle maison de Kaïda Lima qu'il y avait là-bas. Donc à Gambetta, manifestement, ça s'effondre. Et alors j'ai cherché un peu où est-ce que c'était. Et il semblerait que ce soit, alors eux, ils appellent ça rue Dauphine à Gambetta. Rue Dauphine à Gambetta, je suis allé chercher, j'ai pas trouvé rue Dauphine, j'ai trouvé rue du Dauphiné. Je ne sais pas si c'est la même chose ou si c'est pas la même chose. Dan dit Marie, mon père connaissait bien le dernier maire, il faisait souvent des balles à Rio. Ouais, ça c'est possible. Donc, rue du Dauphiné, semble-t-il. Ce qui est sûr, c'est que dans l'article, ils disent que c'est tout près du Ravin Blanc.
Ce qui ne m'étonne pas, et quand je suis allé voir sur le plan, la rue du Dauphiné, elle est contre le ravin blanc. Donc peut-être que rue du Dauphiné et rue Dauphine, c'est la même chose. Et on est contre le ravin blanc. Et je soupçonne évidemment que les ravins, comme c'est dit depuis très longtemps, et j'espère qu'ils vont le prendre au sérieux, vraiment les pouvoirs publics là pour régler le problème. Enfin bon, les ravins travaillent en profondeur et on se retrouve avec des glissements de terrain énormes ici, avec des gros dégâts manifestement. Alors pas sur les gens, heureusement, et pourtant ça s'est passé à 3 heures du matin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais pas comment ils ont fait pour s'en sortir à 3 heures du matin, mais bon, il n'y a pas eu vraiment de victimes, il y a eu 2 blessés, semble-t-il, ils sont pas morts, semble-t-il. Mais par contre, il y a des dégâts sur la conduite principale de gaz de ville. Donc, manifestement, ils vont être embêtés. En effet, selon le communiqué de la protection civile, hier vers 3h40, un glissement de terrain a eu lieu non loin de la Placette. Alors la Placette, pour ceux qui connaissent, parce que moi je connais pas, donc je ne sais pas ce que c'est la Placette. La Placette à Gambetta, je ne sais pas ce que c'est. J'ai été chercher un peu, mais j'arrive pas à voir. Le glissement qui a fait 2 légères victimes est survenu près d'un chantier de construction d'un immeuble de 42 logements. Alors les 2 personnes. Quant aux dégâts matériels, on déplore la destruction de 3 câbles électriques souterrains alimentant le siège aval de Sonatrach. Je ne sais pas comment ils vont faire. Une partie de la cité de Jamal, et je ne sais pas ce que c'est la cité de Jamal, et une grande partie du quartier Gambetta. La conduite principale d'eau potable et celle de gaz de ville ont été endommagées. Le sinistre a aussi mis en péril l'immeuble, risque d'effondrement, mitoyen, occupé par les 2 victimes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce glissement de terrain. Et alors, bon, j'ai vu, je crois, c'était dans un autre article, qu'il était contre le ravin blanc. Et bon, ces ravins-là, ils travaillent en profondeur. C'est très humide, l'eau continue à couler. Et je pense que ça s'est effondré parce qu'il y a certains endroits où ça tient plus dessous. Bon, voilà, pour ce soir, on se retrouve jeudi, je ne sais pas pourquoi exactement. En tout cas, je vais faire Oran jeudi et je ne sais pas ce que je vais faire à Oran. Donc, si vous avez une petite idée sur quelque chose qui vous tourne dans la tête à Oran, pourquoi pas. Si c'est juste compliqué, je le ferai pas, c'est tout. Si c'est un truc que je connais pas, je le ferai. Si c'est un truc que je connais, je le ferai. Je pense que le jeudi, je fais un truc que je connais et qui me demande pas trop de boulot. Et le lundi, je fais un truc que je connais pas et qui me demande un peu de boulot, comme Rio Salado. Et je pense que lundi prochain, je fais Hammam Bouadjar, qui est juste à côté. J'ai lu, Marie, un témoignage, il faudra que tu me dises, parce que ça me surprend quand même, quelqu'un qui dit qu'il a pris le Bouyouyou, cette espèce de petit train qui allait de Oran à Hammam-Bouadjar, sauf qu'Hammam-Bouadjar c'est avant Rio Salado. Donc si tu as quelques petites précisions, ça m'étonnerait que le Bouyouyou aille jusqu'au Rio Salado. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. J'ai vu des retours. Dan, je suis content de t'avoir revu, ça me fait plaisir. Je te souhaite toujours de bonnes vacances, comme tout à l'heure, et j'espère que tu profites bien de tes enfants. Oui, merci pour tes renseignements, merci de m'avoir rappelé que Kaïda Halima était dans le coin là. Marie, évidemment, merci de ton passage. Nadine me dit bye bye Paul, merci pour ton exposé, j'ai appris beaucoup de choses. De Rio Salado, je ne connaissais que le nom. Moi non plus, je connaissais que le nom aussi. Et je me rends compte que voilà, ça a été un endroit quand même pas évident à faire grandir. Ah oui, je voulais quand même me montrer. Alors je sais plus si j'ai montré des photographies actuelles. Puisque c'est des photos de moi que j'ai prises là. Ça c'est Rio Salado actuellement. Donc c'est super bien conservé. Ça c'est l'église là. Alors sauf qu'évidemment elle est fermée. Mais enfin bon. La ferme de Kaïda Halima est située à l'extérieur de la ville d'El Mala sur la route d'El Raël. Donc c'est ça, ouais d'accord. Et El Raël, donc on est bien d'accord, c'est au nord-est. C'est sur la route d'Oran. Hein, je pense que c'est ça si je me trompe pas. Et du côté de Hammam Bouadjar là-bas. Et hop, ça aussi j'avais pris. Alors je trouve que c'est bon, voilà, c'est extrêmement bien conservé. On voit bien l'église qui est là, derrière la grande place centrale où il y a toujours les palmiers qui sont assez beaux quand même. Hein. On se retrouve avec la mairie qui est là. Et derrière évidemment il n'y a plus le clocher de l'église, de l'ancienne église qui est là. Ça c'est donc quand je suis passé en 2014. Et je trouve que c'est chouette quoi, c'est assez joli. Dan, un grand merci oncle Paul. Tes histoires sont toujours formidables. Je te remercie Dan et je te remercie de m'avoir fait penser à Yasmina Kadra aussi parce que j'avais complètement oublié alors que je m'étais marqué d'en parler mais j'ai tellement de trucs à dire que je sais pas, j'oublie la moitié des choses. Par contre Kaïda Halima, j'avais complètement oublié Kaïda Halima et ça c'est pas plus mal non plus. Donc je vous mettrai des petits liens dessous pour Kaïda Halima et pour Yasmina Kadra. Je vous salue, on se retrouve jeudi pour quelque chose qui va tourner autour d'Oran, je sais pas quoi.